Bonjour et bienvenue à tous sur le circuit de Spa-Francorchamps pour la première journée du meeting de Spa Classic. Alors aujourd'hui c'est la première journée de l'événement, une journée consacrée exclusivement à des essais, les courses viendront ce week-end. Et pour commencer ce live, je suis avec Quentin Potra, Quentin du service du pôle logistique de Peter Auto. C'est bien ça Quentin? Oui, bonjour Julien, bonjour à tous, à toutes. Effectivement, pôle logistique de Peter Auto et puis coordinateur de l'événement depuis sa création déjà en 2011, donc, dès la toute première édition. Et donc là Quentin, nous sommes dans un endroit un peu particulier du circuit, un endroit un peu mystérieux qu'on voit partout dans le paddock mais auquel peu de gens peuvent accéder, c'est bien ça? Ouais, on voit, en fait, tout le monde voit cette tour qu'on appelait la tour Uni Royale, donc la tour de l'endurance, qui est une tour, un endroit historique du circuit. Tout le monde la voit de l'extérieur, mais quand on a très peu l'occasion de venir voir ce qui est réellement à l'intérieur. Et en fait, là où on se trouve, c'est le sommet de la tour qui était pendant des années, depuis sa construction au début des années 80, qui accueillait la direction de course. Et en fait, on comprend mieux pourquoi la direction de course se mettait ici quand on voit le panorama qu'on a sur la piste, parce que c'est sans doute une des plus belles vues du circuit, en tout cas depuis le paddock. On voit le haut de la source, on voit la descente, on voit tous les paddocks, on voit maintenant bien le nouveau bâtiment. Et puis surtout, quand on regarde de l'autre côté, là, on découvre la majesté du lieu qui est le Raidillon. C'est-à-dire que là, quand on regarde cet endroit, donc aujourd'hui c'est reconditionné en loge, c'est ça, mais à l'époque c'était un endroit plein de vie dans lequel le directeur de course officiait, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, la direction de course, il y avait tous les directeurs de course, tous les responsables de la sécurité. Il y avait des moyens radio, mais il y avait beaucoup moins de moyens télé. Et en fait, d'ici, ce qui est assez marrant, c'est qu'aujourd'hui, donc c'est une loge qui est réservée à Gignon Group. Et le directeur général de Gignon Group m'avait dit dès la première année qu'il prenait cette loge parce qu'il adorait petit. Il avait eu la chance de venir ici en pleine course, voir fonctionner la direction de course, et il avait été saisi par le spectacle des voitures aux 24 heures qui passaient la nuit et de voir ces fenêtres et les phares par les fenêtres. C'est vrai que là on voit actuellement les voitures du CER passer le raidillon de l'eau rouge. C'est un endroit toujours aussi impressionnant. On sait que les Formule 1 passent à fond dans ce virage. C'est peut-être pas le cas avec les voitures historiques, mais ça reste néanmoins hyper spectaculaire. Ouais, les voitures historiques, je crois qu'il y en a qui passent à fond, parce qu'on a quand même affaire à des pilotes chevronnés, et puis des voitures qui sont certes historiques mais qui sont quand même extrêmement bien préparées. Maintenant, le virage du Raidillon effectivement passe à fond, mais ça n'a pas toujours été le cas, parce que quand on regarde un peu la configuration de la piste, en fait on se rend compte, donc on a sur la gauche la piste actuelle, on a le bâtiment des stands qui a été lui aussi reconditionné en 84, mais qui datait déjà des années 50 auparavant. Et puis on regarde à droite, on a les paddocks, et puis en fait le long des paddocks, il y a une maison qui est aujourd'hui le PC médical, une petite maison au toit brun, et qui en fait longtemps s'est retrouvée en bord de piste. C'est-à-dire que la piste passait dans les premières années, dès les années 20, elle passait le long de cette maison et elle descendait ensuite vers l'eau rouge, la maison à colombage qu'on aperçoit là-bas au fond. Et la piste tournait, au lieu de prendre le Raidillon qui a été construit plus tard, la piste tournait à gauche pour repartir dans les bois, dans une épingle qui s'appelait l'ancienne douane. Pourquoi l'ancienne douane? Parce que à l'époque, la frontière allemande se situait juste ici. Incroyable. Bon Quentin, ça donne envie tout ça? Est-ce qu'on descend un peu voir de plus près le paddock de Spa Classic? Bah oui, pourquoi pas, on aurait tort de ne pas le faire. Bon, ici, on est un peu... comme les pilotes ont le Raidillon, ils ont une petite difficulté. Nous, ici, sur le paddock, on a plein de difficultés, c'est-à-dire qu'il faut toujours monter, descendre. On croit que la Belgique est plate, mais on est dans le seul endroit de Belgique qui est vraiment montagneux. Donc ça veut dire qu'entre la partie haute du paddock et la partie basse du paddock, on monte, on descend, on n'arrête pas, quoi. Ouais, même le Raidillon fait 40 mètres de dénivelé, ce qui est quand même incroyable à 17%. Et justement, cette configuration du paddock, en termes d'organisation, j'imagine que ça rend les choses un peu plus compliquées que sur d'autres circuits. En termes d'organisation, oui, c'est en fait le Raidillon, quand on est devant le Raidillon, c'est qu'en marchant dessus qu'on se rend compte vraiment de la pente. Nous-mêmes dans l'organisation, on a eu l'occasion d'avoir la chance de courir autour du tracé, et c'est là qu'on se rend encore plus compte du défi du défi que les pilotes rencontrent tous les jours.
Nous en organisation, le problème, bon, il n'y a pas de problème majeur, hein, le circuit est quand même un circuit certes ancien, mais qui s'est modernisé au fur et à mesure. Mais c'est vrai qu'on a des installations qui ne sont pas toujours les installations dernier cri. Parce que en fait le bâtiment, quand on regarde un peu tous les bâtiments, et c'est le cas justement de la tour Endurance qu'on vient de quitter, les stands d'endurance, ils sont dans une configuration des années 80. Alors c'est vrai que quand on regarde tout ça aujourd'hui et qu'on essaye de tout installer, pour nous les historiques ça va, mais on imagine la F1 qui s'installait là-dedans à l'époque, on se dit que c'est bien loin des standards actuels. Mais bon, nous l'organisation ici, en fait ce qu'on a fait depuis le début, c'est qu'on a essayé d'adapter notre organisation au lieu pour aussi mettre en valeur les espaces et adapter donc à la fois pour les voitures de course, mais aussi là comme on voit on a le village des exposants. Le village des exposants il est à côté des stands d'endurance, on est un peu au cœur du meeting ici. Ouais, c'est ça, on va aller voir les voitures après, mais Spa Classic c'est aussi une grande fête. Il n'y a pas seulement que de l'attraction autour de la piste, il y a aussi tout un village d'exposants qu'on découvre en ce moment. C'est vrai que quand on vient voir des voitures tourner sur un circuit, on peut se dire que le public, il vient d'abord pour ça, mais pas que. Il s'agit entre les courses, c'est vrai qu'à voir passer les voitures, c'est bien, mais quand on a envie de faire autre chose, on peut trouver un certain nombre d'exposants, d'une part, qui proposent toutes sortes de produits liés à l'automobile de près ou de loin. On peut trouver un certain nombre d'animations qui permettent aussi de réjouir les petits et les grands. Et justement, alors, en parlant d'animation et d'exposants, je suis avec Guillaume Osberg des éditions du Palmier. Alors Guillaume, je crois que vous êtes un habitué de Spa Classic. Oui, on est là depuis la première édition. Et alors ce week-end se présente bien, je crois que déjà la météo contribue à ce que les choses se présentent bien. La météo est là, les paddocks est bien, donc il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Et parmi tous ces ouvrages autour de nous, est-ce que vous en avez justement spécifiquement consacré au circuit de Spa-Francorchamps? Non, spécifique au circuit, non. Après, on a beaucoup d'ouvrages qui concernent les voitures qui roulent, donc de quoi satisfaire tout le monde. Donc les passionnés trouvent leur bonheur. Et vos clients, ce sont qui? C'est des concurrents ici du meeting, des visiteurs, des spectateurs? Ce sont les pilotes, les concurrents et puis les visiteurs. Et vous avez un best-seller ici autour de nous? Non, pas vraiment. Non, après, tout plaît à tout le monde. Eh ben merci beaucoup Guillaume, on vous souhaite une bonne suite de week-end. Merci de même. Allez, on continue, on va peut-être faire un petit tour des exposants avant d'aller voir les voitures. On voit ici une Porsche 935 du plateau CER. C'est ça la magie de ce paddock et de la manière justement dont c'est agencé, c'est qu'on peut être en train de regarder des livres ou d'essayer une veste et puis on va passer dans son dos une Porsche 935 qui soit revient de la piste, soit va se mettre en pré-grille et toutes ces voitures en fait. Et c'est vrai que on a vraiment une philosophie chez Peter Auto, c'est ce qu'on met en avant, nous, c'est les voitures, les animations et rien que ça. On cherche à faire des paddocks certes plus contraignants que les autres, parce qu'on demande à tout le monde d'enlever les camions. Idéalement, tout le monde voudrait avoir son camion, sa remorque et sa voiture de course à côté. Et nous, on demande de tout mettre sous une petite tente qui est fait très jolie, mais qui permet de montrer la voiture de course, rien que la voiture de course. Et ça, je pense que pour le public, c'est un vrai must. Et là justement on voit que pour l'instant les choses sont plutôt calmes. Il y a un peu de public mais j'imagine que ce week-end vous en attendez beaucoup plus pour l'événement. Les courses commencent réellement demain, c'est ça? Oui, aujourd'hui c'est on va dire les entraînements, les essais privés ou déjà les premières qualifications, mais les grandes journées traditionnellement c'est le week-end, sachant qu'en plus le programme de demain au menu il y a un certain nombre de courses dès le début de l'après-midi et puis on a des catégories emblématiques qu'on ira voir plus tard je crois, mais notamment les courses de voitures de tourisme et les courses de nuit demain soir qui sont toujours un moment magique. Et quand on voit toutes ces installations, alors comment ça se passe? Donc Peter Auto est l'organisateur de l'événement, mais vous êtes sur le circuit de Spa-Francorchamps, donc comment en gros vous privatisez le circuit pendant la période du meeting, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, on privatise le circuit on vient louer le circuit tout simplement, comme n'importe quel organisateur pourrait le faire. On le privatise pour le temps de notre installation et pour le temps des compétitions.
Et on vient installer un certain nombre de structures. Alors il y a nos structures à nous, dont on a pu déjà découvrir hier, donc l'élément essentiel qui est les petites tonnelles qu'on installe pour tous les pilotes, qui font office en fait de stand individuel. Plutôt que comme on n'a pas la place dans tous les bâtiments pour accueillir toutes les voitures, on va créer ces petits stands dont je parlais tout à l'heure, dans lesquels toutes les équipes vont retrouver pour chaque voiture leur emplacement, leur matériel, ce qui sera en même temps un confort pour eux et puis un confort visuel pour le spectateur. Après, nous, on va organiser autour de ça l'événement lui-même, parce que une fois que la course tourne, le circuit nous fournit lui la piste, nous fournit également un certain nombre des personnels qui permettent de faire tourner la piste, justement les commissaires de piste, les dépanneuses, les ambulances, enfin tout ce qui est nécessaire à faire tourner la première voiture dans les conditions de sécurité. Et puis derrière, il y a l'événement en lui-même que nous créons avec justement les animations, des jeux ou des animations pour le public, les exposants, mais aussi les voitures de club, parce qu'il y a ce qui se passe en compétition, mais il y a aussi toutes les autos qui viennent pour les clubs et qui rassemblent plus d'un millier de voitures. Et justement, vous parliez de toutes ces tentes dans lesquelles sont installées les voitures. Combien est-ce que ça représente de tentes ? Sur un meeting comme Spa Classic, on a plus de 200 tentes. Et en termes de montage, c'est combien de temps de travail ? C'est une semaine complète entre le moment où on sort la première tente du camion et le moment où la dernière va être remontée. Et donc là justement à l'écran on découvre donc les voitures de The Greatest Trophy qui prennent la piste pour une séance d'essai. Donc c'est-à-dire que contrairement à un autre meeting où les voitures sont dans les box de la pit lane, là les voitures partent directement des paddocks à l'intérieur du circuit, dans l'enceinte du circuit, et rejoignent le circuit au milieu des spectateurs, c'est ça hein ? C'est exactement ça, c'est-à-dire c'est tout l'inverse d'un meeting où vous avez des voitures dans les stands et vous ne les voyez pas parce que le stand est fermé et la voiture va venir prendre la piste et c'est à ce moment-là que vous la découvrez, ou bien que la voiture est sous sa structure fermée, même dans le paddock, mais que vous êtes obligé d'enjamber une remorque ou de pousser une porte qui est d'ailleurs rarement ouverte. Là, nous, ce qu'on veut, c'est que tout soit visible et disponible. Et c'est ça aussi qui crée la magie, parce que vous avez forcément des voitures, là en plus de Greatest Trophy, on est sur des voitures qui ont une valeur, une grande valeur. Toute voiture a une valeur, mais là on parle de valeur financière assez énorme, mais néanmoins c'est accessible. Alors on se rend compte que finalement mettre des barrières, ça vous incite peut-être parfois à les transgresser, alors que pas avoir de barrières, ça permet aussi de mieux respecter les objets. Et en même temps d'aller discuter avec les pilotes, d'approcher ces voitures, et on se rend vite compte que quelle que soit la voiture, petite ou grande, un pilote ou un propriétaire, lui ce qu'il aime c'est parler de sa passion et partager sa passion. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit là à l'image, les spectateurs qui viendront ce week-end y auront accès avec un simple billet d'entrée. Exactement, on achète son billet d'entrée, on franchit la porte et tout le reste est compris. Et alors en un mot, le billet d'entrée c'est combien pour la journée de demain et le week-end ? Le week-end on est à 35 € et une journée 25 €. Et les enfants sont admis au circuit aussi dans les mêmes conditions ? Les enfants sont admis, moins de 12 ans, gratuitement accompagnés. Bien entendu, après, on fait en sorte c'est du bon sens, mais de demander aux gens de tenir leur enfant par la main et d'éviter en gros qu'ils fassent bien attention aux voitures, parce que c'est la contrepartie aussi de la liberté. Et un petit mot encore à propos du public. Les gens peuvent venir avec leur pique-nique et s'installer sur le circuit. Comment ça se passe hein ? Ah oui, ça, le pique-nique est totalement toléré, d'autant plus que quand on connaît le circuit et les 7 km du tracé, en s'éloignant un peu des paddocks, on se retrouve au milieu des épicéas et c'est absolument magique, quoi. Mais il y a aussi de quoi se restaurer à l'intérieur du circuit. Heureusement, il y a tout ce qu'il faut, et en grand nombre, et à tous les endroits. Et pour ceux qui le souhaitent, est-ce qu'il existe des formules un peu plus exclusives pour profiter de ce grand meeting ? Oui, les formules, en fait, on a plusieurs formules pour tout niveau de public. On parle du grand public qui veut venir simplement assister aux courses et se balader dans les paddocks, c'est la première formule dont on parlait tout à l'heure. Après, on a la formule de l'amateur, je dirais, éclairé, celui qui a une voiture ancienne et qui, lui, veut venir non seulement voir l'événement, mais aussi
aussi exposer sa voiture et quelque part participer au spectacle aussi. Ça, on a des formules donc pour les clubs, soit les clubs de collectionneurs bien organisés, soit même ce qu'on appelle des collectionneurs individuels qui ont leur voiture et eux ils peuvent se rapprocher de nous. On leur propose d'exposer leur voiture, on leur propose aussi de faire des tours de piste. À certains moments, la piste elle est plus réservée qu'à la compétition, mais réservée aussi à faire des tours de piste à allure modérée, mais des tours de piste quand même pour découvrir le circuit. Et puis enfin, il y a le VIP, le package privilège qui lui permet à la fois d'assister aux courses, mais depuis une loge privée avec tout un ensemble de services dédiés. Donc ça permet en fait de profiter de l'événement à tous les niveaux et selon son goût, son plaisir et ses moyens. Là, je reviens un petit peu à ce qui se passe sous nos yeux. Donc, on est sur le plateau The Greatest Trophy, que les habitués des événements Peter Auto connaissaient sous le nom de Trofeo Nastro Rosso. Alors, je crois qu'avant, ce plateau était exclusivement réservé aux voitures italiennes. Et puis, la décision a été prise d'élargir un petit peu le panel pour laisser entrer, comme vous le disiez, des voitures tout aussi exclusives, mais de marques autres qu'italiennes. Oui, parce que l'exclusivité, finalement, elle n'est pas qu'italienne. Alors c'est vrai que les Italiennes, au-delà de leur beauté, disons esthétique, on voit aussi la beauté, c'est dans la mécanique. Après, c'est une exclusivité pour nous d'avoir ces voitures encore aujourd'hui, parce que quand on connaît leur valeur, voir les propriétaires, les piloter réellement sur la piste, c'est déjà extraordinaire. Mais c'est vrai, comme je le disais aussi, la valeur fait qu'on en voit peut-être moins qu'on ne le voudrait. Et il y a en fait d'autres autos, des Aston Martin, des Porsche Carrera Abarth, qui sont des voitures tout aussi exclusives, mais qui se devaient aussi de rejoindre ce plateau, sachant que le maître mot de ce plateau, vu la valeur des voitures, c'est la sportivité, mais aussi la convivialité. C'est sûr qu'avec une voiture comme ça, on ne va pas chercher à être premier partout dans tous les virages et on va peut-être réfléchir à deux fois au comportement envers son voisin. C'est ça, il y a des règles de fair play un peu plus strictes que sur d'autres plateaux. On fait la course, mais en restant raisonnable, c'est ça. C'est de toute manière, que ce soit ce plateau-là ou les autres plateaux, on a affaire à des gentleman drivers. Dans la voiture historique, c'est vraiment l'esprit général, c'est le gentleman driver. On sait qu'en abîmant la voiture du copain, on risque aussi d'abîmer la sienne. Et quand on a investi, que ce soit son cœur ou son argent dans une voiture comme ça, qui est une voiture de passion, on n'a pas envie de tout tenter. Et puis c'est des propriétaires. La différence avec la course moderne, c'est quand on est pilote moderne, on a quelque chose à prouver déjà. Là, ici, la majorité pas grand chose à prouver ou plus grand chose à prouver, et puis ils sont pas propriétaires dans leur voiture, ils sont payés pour aller vite. On paye pour aller vite, mais on va pas non plus changer de voiture tous les week-ends, quoi. Et pendant que les pilotes se préparent, on va peut-être continuer un peu notre promenade, on va s'avancer vers les paddocks, les anciens paddocks endurance, et on va passer devant deux animations qui vont régaler, je pense, le public ce week-end. La première, c'est celle-ci, le Racing Bug. En un mot, Quentin, de quoi il s'agit ? En fait, le Racing Bug, c'est comme un circuit, c'est un peu comme un circuit Scalextric, sauf que il n'y a pas de rail, les voitures sont un peu plus grandes, et surtout chaque personne a son petit siège et son volant individuel et vient concourir contre les autres. C'est assez marrant à faire, parce qu'en fait les voitures peuvent tourner à 180 degrés, même à 360 degrés sur elles-mêmes, et qu'on ait 5 ou 77 ans, on y prend le même plaisir. Et ça donne envie, 10 pilotes les uns contre les autres sur un petit circuit, ça doit être bien sympa. En plus c'est super bien animé, parce que les animateurs vous font vraiment rentrer dans la peau du pilote, quoi. Et là on continue, alors on est devant un gros bloc rouge qui s'appelle le Demon Drome. Alors Quentin, en quelques mots, de quoi il s'agit ? Là on n'est plus du tout sur le même type d'animation, parce que pour le coup il n'y a pas de siège, mais une fois qu'on est là-dedans, c'est l'adrénaline avant tout. En fait c'est un peu fou, c'est ce qu'on appelle le mur de la mort. C'est-à-dire que c'est une structure en bois dans laquelle ces fous vont venir tourner sur des parois qui sont à la verticale. Et en fait la moto, plus elle monte, plus elle se retrouve à l'horizontale. Et on les voit, quand on le voit de l'extérieur, c'est vrai que ça paraît comme ça une grosse coquille, mais quand on est à l'intérieur, alors là on se rend compte du défi que ça représente. Justement, on va essayer d'aller jeter un œil à l'intérieur. On va laisser Stéphanie, notre caméraman, essayer de se glisser à l'intérieur du Demon Drome. Je crois que
C'est un peu compliqué parce que c'est chaussures interdites à l'intérieur, c'est une piste en bois qui est d'époque. En fait, le Demon Drome, celui-ci date de 1927, c'est vraiment une pièce authentique d'époque qui continue d'exister près d'un siècle après. C'est vraiment une pièce d'histoire. Et ce qui est fou, c'est que bon, non seulement il y a des motos, mais là on voit aussi qu'ils y vont avec 4 roues. Hein. Il y a comme une petite auto là, très basse qui ressemble peut-être même à un petit cycle-car et qui vient rouler sur ces parois incroyables. Ce qui est fou, c'est quand on est à l'intérieur. Bon, déjà, il y a le bruit, hein, parce que c'est le bruit. Non, et le public est où là? Parce qu'on a du mal à s'imaginer quand on regarde, comme ça. Le public est en haut. Le public est en haut. Et il voit sous lui tourner les pilotes. Et ce qui est marrant, c'est quand on est en haut, en fait, avec la structure, on se rend compte que ça bouge. Que ça bouge. Et ça donne un peu le mal de mer, même. Le tournis, d'une part, et le mal de mer. Un bruit d'enfer. Ça fait un bruit d'enfer. Et quand on est à l'extérieur, on passe à côté, on se demande ce qui se passe. Donc il faut absolument venir voir à l'intérieur. Ils font, je crois, des shows toutes les heures pendant l'après-midi. Ça, c'est vraiment un immanquable. D'accord, bah ça donne envie, hein, vraiment. Ah, ça fait partie des animations dont on se souvient. En plus, bon, ils ont à la fois une bonne capacité à animer la chose, ils ont des looks incroyables et ils font des petits trucs. Alors, je ne veux pas tout révéler, il faut venir voir, mais ils font des petits trucs à l'intérieur qui où on se dit waouh, ils sont vraiment forts. Allez, c'est les joies du direct. On va essayer de redescendre. C'est un petit peu périlleux. Et on va continuer d'avancer vers le paddock endurance. Ouais, on va peut-être aller retourner vers l'endurance parce que je crois que là-bas on voit les voitures du Trofeo qui sont maintenant en grille. Alors là aussi, on parlait tout à l'heure, les voitures quand elles sortent, elles sont finalement au milieu des piétons. Mais ce qui est magique aussi avec l'après-grille, alors bien entendu, on fait ça avec le Greatest Trophy où les voitures le permettent. On n'imaginerait pas mettre des groupes C au milieu du public parce que bon, là les enjeux de sécurité sont pas vraiment les mêmes. Mais donc là, ils se mettent en pré-grille en fait au milieu du paddock. Donc on utilise cet espace de circulation comme pré-grille avant les épreuves. Et là, cette pré-grille, donc elle est située donc au pied des stands d'endurance et à côté au milieu des stands d'endurance, on a un lieu. Alors le nom est pas forcément très drôle, mais on a un lieu qui est assez mythique, qui s'appelle l'arbre qui tue. C'est un arbre. Et forcément, on imagine que s'il a cette appellation-là, c'est pas forcément pour des raisons très drôles. Et il est situé, parce qu'il est situé, comme on le voyait tout à l'heure depuis la tour, en fait on est à peu près à l'endroit où se situait la piste auparavant, dans les toutes premières années. C'est-à-dire que dans les années 10-20, la piste descendait ici. Il est clair, ouais, quand on voit les photos des tout premiers Grands Prix de Spa et ce qui a donné l'origine des 24 heures de Spa, la piste elle passait ici, elle descendait donc à l'hôtel de l'eau rouge qui est juste ici avec ses colombages et tournait ensuite à gauche pour ne pas emprunter donc qui n'existait pas bien entendu, mais faire cette boucle par l'ancienne douane. Et d'ailleurs, ce qui est aussi marrant, c'est que cette piste-là, on le sait, on a souvenir tous dans les années 80 aussi du virage de l'arrêt de bus et tout ça. C'était une route nationale qui n'était fermée que pour le temps des épreuves. C'est ça, on l'oublie maintenant, mais le circuit de Spa n'a pas toujours été un circuit permanent et même au contraire a longtemps été un circuit comme les 24 heures du Mans qui était ouvert à la circulation le reste de l'année. Hein. Oui, puis un circuit qui à l'origine faisait 15 km dès le premier tracé qui a été imaginé et qui est celui qui est resté le tracé des 24 heures jusqu'au début des années, jusqu'à la fin des années 70, au moment où ça devenait beaucoup trop dangereux. On a tous lu les records de vitesse de Pescarolo sur un circuit de 15 km à plus de 260 de moyenne. C'est ça. De moyenne, donc ça devient sérieux. C'est un record qui tient toujours, hein, c'est la plus haute moyenne sur un circuit routier jamais battu, quoi, la vitesse de Pescarolo en 73 sur Matra. Ah, ça fait froid dans le dos et surtout, bon, ce qui est bien, comme on peut le faire pour les 24 heures du Mans, aujourd'hui si on est sur le circuit de Spa et qu'on passe l'entrée Ster, qu'on continue en direction de Malmedy, on se retrouve à emprunter l'ancien tracé et on peut encore emprunter l'ancien tracé. Et c'est en l'empruntant avec une voiture de tous les jours et en regardant la configuration qu'on comprend pourquoi ils ont fait 260 km/h, mais qu'on comprend aussi pourquoi ça devenait beaucoup trop dangereux. Et donc là, on s'approche de ce qu'on appelle les stands endurance, qui sont les anciens stands qui ont très longtemps été utilisés
utilisé. Et on voit que le personnel du circuit donc, a marqué un peu le coup en affichant des photos historiques du circuit, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est vrai que quand on voit la structure, bon, bah, c'est pas très gai parce que forcément, c'est pas forcément de première fraîcheur, mais ça a aussi son charme parce que ça témoigne du passé du circuit. Et on a essayé justement nous d'amener une petite touche nostalgique en éditant année après année un certain nombre de photographies qu'on a mis sur des cadres qui permettent en fait de retracer certains moments des épreuves. C'est assez incroyable. On voit une 917 de Pedro Rodriguez et Jackie Oliver et on voit à quel point à l'époque les journalistes accrédités pouvaient être proches des voitures. Ça paraît fou aujourd'hui là. Ça paraît complètement fou et en plus bon là il y a des rails, mais c'est vrai que quand on regarde les toutes premières c'était pareil mais sans les rails. Non, vraiment la sécurité, c'est vrai que le circuit a toujours évolué et tous les circuits d'ailleurs ont évolué hein, à cause de la sécurité. Là on se retrouve, donc on est à l'intérieur des stands endurance qui eux aussi ont évolué. Exigu quand même. Exigu. Faut quand même imaginer des Formule 1 dans des stands comme celui-là. On n'est pas vraiment sur les normes actuelles. Hein. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à un moment donné, ces stands d'endurance n'ont plus été utilisés pour la Formule 1. Ils ont d'abord construit un premier bâtiment de stand en haut vers la source, et puis le bâtiment actuel qui date de 2007. C'est ça, c'est vraiment incroyable. Quand on regarde, il y a plusieurs choses qui choquent par rapport aux standards actuels. C'est déjà oui, à quel point les stands sont exigus. Les stands sont orientés dans le sens de la piste, c'est pas habituel non plus. Et puis avoir une pit lane en descente comme ça doit pas faciliter les conditions de travail pour les mécaniciens. Ouais, on voit vraiment que c'est la piste qui s'est adaptée au terrain et pas l'inverse. Là où aujourd'hui on créerait des reliefs artificiels, je crois qu'ils ont vraiment fait avec l'existant. Et donc là, on remonte la pit lane, donc on découvre le plateau du HTC, Heritage Touring Cup. C'est des voitures qui ici sont dans leur jardin. Hein. C'est exactement le terrain favori de ces véhicules. Au même titre que les 24 heures du Mans sont toujours disputés en catégorie sport, GT ou prototype. La spécificité, et depuis le début des 24 heures, la spécificité a été d'ouvrir les courses uniquement aux voitures de tourisme. Alors c'est vrai que les voitures de tourisme au départ étaient des voitures qui étaient aussi mises en avant pour montrer à quel point l'automobile était fiable, hein, au même titre que le Tour Auto, une autre épreuve qu'on organise, est une épreuve qui est née pour montrer aussi que l'automobile pouvait être fiable. Donc la catégorie tourisme avait une certaine utilité commerciale, je dirais. Maintenant, c'est vrai que quand on voit ces voitures, on imagine moins la voiture commerciale, la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, parce que là on a des préparations, si on regarde les moteurs, là on est sur une Capri, le moteur d'une Capri est à peu de choses près la même base que sur certaines Formule 2 de l'époque. Donc on n'est plus du tout sur la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Et ça, c'est vrai que nous on a lancé cette catégorie il y a peut-être 5 ou 6 éditions en 2013 je crois, et à la base c'était un peu à titre expérimental, c'est ça, c'était on s'est dit on est à Spa, c'est les 24 heures, on voit ces voitures finalement qui sont un peu entre deux époques et entre deux performances, parce que quand on met ces voitures avec des GT ou des protos de nos catégories classique endurance racing, c'est sûr que c'est pas le même niveau. Et puis on s'est dit surtout, quitte à célébrer l'histoire du circuit à travers notre manifestation, pourquoi pas le célébrer sur la piste aussi. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, on a un plateau de 50 voitures, et ça permet aussi à ces voitures de ressortir, de remontrer une certaine histoire, mais ça permet aussi aux pilotes de prendre un plaisir fou, parce que tous les pilotes qu'on voit sortir de ces voitures après les épreuves de tourisme de jour ou de nuit, ont tous un sourire intense. Voilà, parce que vous poussez la reconstitution jusqu'à des 24 heures de Francorchamps jusqu'à faire rouler ces voitures la nuit. Ouais, c'est ça qui est incroyable, et c'est la chance aussi qu'on a pu avoir ici, c'est de pouvoir faire évoluer les horaires pour offrir des courses de nuit, parce que l'ambiance de la nuit sur la piste déjà, mais aussi quand on voit les voitures passer sur la piste à la lueur des phares, c'est absolument génial. Et alors à l'époque, ces voitures roulaient aux 24 heures de Francorchamps sur le grand circuit de 14 km. Maintenant évidemment on est sur le circuit de 7 km, mais ça reste un circuit qu'apprécient les pilotes avec des gros morceaux de bravoure. Hein. On n'a plus besoin de présenter le circuit comme le circuit préféré des pilotes.
c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend et dont on se dit parfois c'est peut-être un peu surfait, mais pas du tout. Pas du tout. La capacité, il faut vraiment une vraie maîtrise et des vraies capacités pour dompter le raidillon d'une part, mais pour dompter tout le reste du circuit. Comme je vous disais, on a eu la chance de faire une reconnaissance à pied du circuit et on s'est rendu compte que même le plus petit virage, même la plus petite chicane, il n'y a rien de facile. Il y a des dévers partout. Donc on imagine, avec des voitures très puissantes, ce que ça peut donner en termes de concentration, mais avec des voitures moins puissantes aussi et des voitures anciennes, ça demande vraiment d'y mettre tout son cœur. Et donc là on remonte toujours, on n'a pas de chance, tous les garages ne sont pas ouverts, mais tous les garages sont remplis de voitures d'Heritage Touring Cup, c'est bien ça? C'est bien ça. Là ici on est sur toutes les voitures de l'Heritage Touring Cup, donc on a les Capri, ça recrée, c'est marrant, avec le temps ça recrée les grandes rivalités de l'époque. Ford BMW, là je pense que quasiment dans la grille on est sur du 50-50 entre les Capri, les Escort et surtout les magnifiques, c'est encore un point de vue subjectif, mais les BMW 3 litres CSL, les fameuses Batmobile, ça c'est absolument incroyable et on en a donc ici dans tous les stands d'endurance. Donc ils sont en train de préparer, là je crois que dans une heure à peu près vont avoir lieu les qualifications. Là les mécaniciens, on voit que ça c'est pas là, on prend la voiture, on la met en route et on va faire un tour. Il y a quand même une grande préparation. Elles sont bichonnées, astiquées et mises au point surtout, parce que ce qu'on voit pas, ce qu'on voit moins, parce qu'on voit pas les camions, mais on voit qu'il y a du matériel dans les stands, il n'y a pas que la voiture, et on voit surtout qu'il y a pas mal de monde autour pour faire fonctionner ces autos. Et oui, et je voulais montrer quelque chose aux spectateurs. Alors au service logistique, vous poussez vraiment le détail. Vous poussez le rétro dans les moindres détails, c'est-à-dire que même les accréditations sont un peu un design rétro. On a les photographes accrédités qui ont des brassards un peu à l'ancienne qu'ils mettent sur leurs bras. Comme ça, c'est vraiment le but de vraiment immerger le spectateur dans un univers ancien. Ah oui, si on pouvait s'habiller rétro des pieds à la tête et tout faire à l'ancienne, je pense que ça serait encore mieux. Maintenant, on peut pas faire toutes les concessions, mais essayer, dans la mesure du possible, de rendre le pratique, fonctionnel et aussi rétro et esthétique, ça participe à l'ambiance. Et on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure des années, on a des véritables collectionneurs de ces médailles et des gens qui viennent nous voir, et on peut retrouver d'ailleurs sur d'autres événements, on propose des médailles des autres événements et des années passées de Spa Classique, on a des gens qui viennent nous voir. Ah mais j'ai pas eu celle-là, est-ce que je pourrais avoir la jaune, la bleue, il me manque la média de 2015, enfin des passionnés quoi, comme dans tous les segments de l'automobile ancienne. Et alors Quentin, la cuvette de Spa elle est aussi un peu réputée pour sa météo. J'ai l'impression que ce week-end ça se présente bien quand même. Ah, c'est sous les meilleurs auspices parce que même si c'est pas les grandes chaleurs encore, avoir la chance d'avoir un temps sec et beau, pour nous c'est fondamentalement une excellente nouvelle. Pour vous, la logistique, ça peut compliquer les choses quand la météo incertaine s'en mêle? Forcément, vous comme moi, travailler sous la pluie, c'est ni facile ni agréable. Donc quand on imagine que nous depuis une semaine effectivement on est sur le terrain pour installer tout ça, parce qu'on a parlé des tentes, on parle des voitures, mais il y a aussi toute une mise en scène qu'on met en œuvre. On essaye de masquer certains endroits en mettant un tissu à nos couleurs, on essaye de mettre en avant nos partenaires, mais d'une manière aussi un peu rétro, avec une banderole un peu monochrome. Tout ça c'est du temps, et c'est du temps qu'on préfère passer sous le soleil. Après, si on travaille sous la pluie pendant une semaine, mais que le week-end, tout le monde qui vient profiter de l'événement a l'occasion d'avoir une piste sèche, c'est aussi très très bien. Et là, pour le coup, cette année, tout est bien coordonné à ce niveau-là. Et oui, et alors, on a parlé beaucoup des voitures de course. On a aussi des voitures de club, c'est ça qui roulent ce week-end. En quoi ça consiste? On aura l'occasion d'en reparler demain avec Grégoire du pôle club de Peterauto, mais peut-être un petit mot quand même pour en parler. Bah oui, les voitures de club, donc on parlait tout à l'heure, il y avait plusieurs manières d'apprécier l'événement, soit en grand public à travers les tribunes et venir voir les autos au plus près, et puis le passionné qui est propriétaire d'une voiture ancienne
et sportive ancienne ou sportive d'ailleurs moderne peut bénéficier à la fois d'une billetterie avantageuse, mais aussi d'un espace pour mettre en avant les voitures, et d'autre part, c'est-à-dire un espace d'exposition à l'intérieur du circuit, et aussi peut bénéficier de tours de piste à certaines heures sur la piste. C'est aujourd'hui, pour Spa Classic, ça représente plus d'un millier d'automobiles. Ça peut aller sur certaines manifestations comme Le Mans Classique qui aura lieu donc, du 6 au 8 juillet de cette année, jusqu'à plus de 8000 voitures qui viennent se répartir sur l'intégralité du circuit Bugatti. Et ça participe également au spectacle. Parce que forcément, quand on est amateur de voitures anciennes, de voitures de course, on est amateur avant tout de voitures. Et voir des exemplaires de route, pouvoir s'extasier devant tel ou tel modèle qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir tous les jours, ou parce que ça nous rappelle une qu'on a possédée, ou que celle-ci a une spécificité que la sienne n'a pas, ça donne l'occasion de discuter et de dialoguer de manière libre entre passionnés, et en ayant le temps en plus de le faire. Alors on essaie de se diriger un peu vers un autre paddock, le paddock du classique Endurance Racing. Oui, alors on va encore une fois marcher et monter, parce qu'il n'y a rien n'est plat ici. Et là on a encore la tour Endurance qui est un peu plus bas. On voit là-bas le Raidillon, l'eau rouge, qui est une rivière, il faut le rappeler, qui coule en fond de vallée forcément. Là on est à peu près à un niveau intermédiaire, mais si on regarde, on a juste au-dessus de nous une première terrasse, celle où se trouve le Classic Endurance Racing, et encore au-dessus le bâtiment F1, donc celui qui a été reconstruit intégralement en 2007 pour se mettre aux normes de la Formule 1, pour accueillir les équipes. Et là on parle plus de petits box endurance de 4 mètres par 8, mais plutôt de 200 mètres carrés par voiture. Et ouais, j'en profite pour rappeler que ce week-end donc on a 8 plateaux en piste, des plateaux variés avec du GT, du tourisme, des prototypes, mais aussi des monoplaces. Il y a vraiment tout un panel avec des voitures qui vont des années 50, je crois 1955, une Austin Hilaire, jusqu'à des voitures beaucoup plus modernes. Je crois qu'on va jusqu'à 2011 avec une Alpine LMP2 en Global Endurance Legend. Donc on couvre tout un panel de l'histoire de l'automobile, du sport automobile. Oui, ça c'est la nouveauté effectivement de cette année. Déjà l'année dernière on avait pu apercevoir les premiers exemplaires justement à Spa Classic. C'est qu'on a le Global Endurance Legend qui se réunit maintenant sur nos meetings. Alors on n'est pas sur de la course pure, parce que c'est des véhicules qui sont encore entre deux générations, et qui n'ont pas forcément vocation à courir du jour au lendemain. Mais les propriétaires viennent faire de la démonstration, mais des démonstrations longues quand même, et puis des démonstrations qui nécessairement se retrouvent être des démonstrations rapides, parce que comment ne pas être rapide au volant du LMP2 ? Et là on est donc au sein du plateau classique Endurance Racing, impressionnant, c'est un environnement assez immense, donc auquel, on le répète, les spectateurs auront accès ce week-end, c'est ça? C'est la clé de Spa Classic. Une fois qu'on a franchi les portes, on se retrouve librement dans le paddock souhaité, près de la voiture souhaitée, ou dans la tribune qu'on le souhaite. Il n'y a pas de barrière, tout est ouvert. Eh ben, on va pouvoir en parler avec Pierre L'Enfant du pôle compétition qui nous rejoint. Quentin, je vous remercie pour cette très belle présentation des paddocks du circuit. Et puis en espérant vous retrouver plus tard ce week-end, toujours en direct. C'était un plaisir, de toute manière c'est toujours un plaisir d'une part de partager les lieux et de les montrer comme quand on en est fier, mais c'est aussi un plaisir de partager la passion pour un lieu qui est vraiment chargé d'histoire. Mais merci à vous. Merci Quentin. Merci Quentin. Allez Pierre, bonjour. Alors Salut. le pôle compétition, donc là on est dans le paddock classique Endurance Racing. Je crois que c'est le plus ancien plateau historique de Peter Otto. Il fête sa 15e année d'existence cette saison. Ouais, c'est exact, c'est le plus vieux. On a commencé chez Peter Otto avec ce plateau pour mettre un pied dans l'historique sur les circuits, et au début on était plateau support sur des championnats modernes, et on a fait un petit bonhomme de chemin maintenant puisque c'est le plateau central, si on peut dire, avec tous les petits nouveaux et les
moins nouveaux qui sont à côté. Alors c'est un plateau qui à l'origine s'appelait Classic Endurance Racing et aujourd'hui on distingue Classic Endurance Racing 1 CER1 et Classic Endurance Racing 2 CER2. Pourquoi cette scission? Alors une scission, déjà par rapport au nombre d'engagés en termes de voitures admises en piste, on est limité, faut le savoir, par les réglementations en fonction de chaque circuit. Donc quand on voit l'engouement et quand on voit le désir des pilotes de prendre part à la course, on est obligé à présent, on a en fait créé un second plateau et on a divisé par époque. Donc maintenant on va de 66 jusqu'à 74 pour le CER1 et on va aller de 75 à 81 pour le CER2. Donc ce sont des voitures d'endurance, des voitures des 24 heures du Mans en gros, c'est ça? Oui, en gros, ce sont les voitures du 24 heures du Mans. De manière plus générale, ce sont des véhicules, des véhicules GT, de catégorie GT et des sports prototypes qui ont fait les grandes heures, en tout cas qui ont participé aux grandes épreuves des championnats d'endurance en période. Donc on distingue au sein de ces plateaux des voitures de grand tourisme et des prototypes. C'est-à-dire, quelle est en quelques mots la philosophie de ces deux catégories? La philosophie, elle est tout à fait différente puisque le GT, donc là par exemple on est devant un prototype puisque c'est un véhicule qu'on a, cette Porsche 910, c'est un véhicule qu'on a jamais vu, qui n'est jamais sorti en série chez Porsche. Et juste à sa gauche, on va retrouver une 911. En tout cas ce qu'il en reste, puisque forcément là ce sont des versions RSR, mais qui étaient tout de même homologuées à l'époque, qui ont été donc issues des fameuses 911, la grande lignée 911 chez Porsche, donc qui étaient des véhicules en tout cas de série qu'on pouvait utiliser tous les jours. Ici bien sûr on est sur une version coursifiée, une RSR de course. Et donc pour les distinguer, je crois qu'on a un sticker qu'on peut voir sur le flanc de la voiture, c'est ça, hein? Le sticker GT1, c'est la catégorie de la voiture? Exactement, donc les GT1, donc les GT ici 1 puisqu'elle est en CER1, ce véhicule est éligible pour la catégorie CER1, puis les P1 et ensuite on retrouvera également les GT2 et les P2 pour le CER2. Et alors cette catégorie CER se dispute sur des courses de combien de temps? Avec combien de pilotes? Est-ce qu'on est comme sur une course d'endurance, une course en relais avec plusieurs pilotes? On est plus très loin de l'endurance, on est sur des courses de 1 heure, donc c'est déjà assez éprouvant pour les machines et pour les pilotes. Ici ça se passe avec une première section qui sera juste du test, une section de free practice, puis on aura une section de qualification, donc ces deux sessions sont de 45 minutes, et enfin donc pour départager dans le vif du sujet l'heure de course qui s'ensuit et qui se passera généralement le dimanche. Alors là on est par exemple devant ici une Lola T70 et une GT40 et deux voitures très très symbolique du CER, très symbolique de l'histoire du sport automobile. Et en plus de ça, c'est assez sympa de les retrouver côte à côte puisqu'elles ont tout de même une petite histoire quasi commune, puisque l'ingénieur, en tout cas la personne de chez Lola qui a mis au point cette Lola T70 avait mis avant au point également la marque 2, si je dis pas de bêtises, 6GT, et c'est sur cette voiture qu'il a travaillé ensuite pour faire les prémices de la GT40, donc ici la numéro 25. Ensuite avec quelques problèmes chez Ford, je sais qu'il avait pris les devants, il avait donc laissé tomber le projet de la GT40 et il s'était donc mis à travailler sur cette fameuse Lola T70. Et là on voit une Ferrari 512 BBLM, une voiture vraiment impressionnante, énorme, qui rentre à peine dans son box. Ouais, c'est ça, la 512 BBLM aussi, c'est une voiture qui fait toujours son effet sur les courses historiques et sur nos plateaux ici chez Peter Auto. En termes d'historique, c'est vrai qu'elle a peut-être pas forcément eu néanmoins l'avenir qu'on lui escomptait. En plus, c'est pas forcément le modèle qui avait été le plus supporté par Ferrari, puisque c'est une époque où Ferrari se concentrait vraiment sur la Formule 1 et c'est des véhicules qui ont été surtout propulsés par les clients de chez Ferrari
notamment Pozzi, l'écurie Francorchamps, etc. Et c'est des véhicules qui n'ont pas forcément brillé tout le long de leur carrière sur les courses et sur les championnats. Alors cette discipline CER, elle peut se disputer à 1 ou 2 pilotes. Comment se passent les changements de pilotes? Est-ce que ceux qui partent à 2 sont désavantagés par rapport à ceux qui décident de faire la course seuls? Alors non, pas du tout, ils sont pas désavantagés, donc ils peuvent être un pilote ou 2 pilotes, hein, ça c'est au choix des équipages, au choix des teams. Et ils feront un changement qui de toute manière est obligatoire, en tout cas un arrêt en stand qui sera nécessaire, et c'est à ce moment-là que les pilotes pourront changer de baquet, se passer le volant. On voit que toutes ces voitures qui sont des voitures d'endurance faites pour les 24 heures du Mans sont dotées de phares. Là les phares on roule de jour, ils n'ont aucune utilité. Alors oui et non, donc déjà ils ont une utilité puisque déjà dans le règlement on demande aux proto de rouler feu ouvert, et je peux vous dire que sur un spa, alors ici on a la chance d'avoir le soleil, mais quand on a un spa classique capricieux avec de la grêle et des nuages bien sombres, on est bien content d'avoir des feux pour se distinguer les uns les autres. C'est dans le règlement, je crois que le son des voitures est un peu limité. Est-ce que c'est des voitures qui à l'époque faisaient énormément de bruit, qui en font toujours énormément, mais les restrictions actuelles sont devenues un peu plus importantes qu'elles pouvaient l'être à l'époque? C'est sûr qu'on a un peu évolué en termes de réglementation. Autrefois, c'était beaucoup plus flexible. Maintenant, on est limité à 107 décibels. Je pense que pour le bien de tous, pour la santé de tous, c'est déjà très très bien. Là, on est devant deux BMW M1, voitures que j'apprécie tout particulièrement et qui ont toujours, pour certaines d'entre elles, elles ont des histoires assez sympas, hein, puisque c'était des véhicules qui en 79-80 ont participé en ouverture des grands prix de Formule 1 en Europe, et on retrouve souvent des véhicules, des M1, donc le championnat M1 Procar on appelait ça, on retrouve souvent des véhicules avec des pilotes de renom, d'ailleurs c'était Lauda je pense qui avait gagné. Qui avait remporté le championnat exactement en 79. Ouais. C'était, le règlement était assez intéressant puisque en fait il opposait les 10 meilleurs pilotes aux qualifications du Grand Prix contre 10 pilotes un peu plus spécialisés dans les courses de tourisme, donc ça donnait des bagarres entre pilotes de Formule 1 et spécialistes du tourisme, et Niki Lauda avait réussi le tour de force de remporter le championnat face à des pilotes chevronnés. Ouais, exactement, c'était un peu la récompense qui pourtant quand on est pilote de F1 je pense qu'on ne peut espérer mieux, et pourtant c'est un peu la récompense pour les pilotes de F1 d'arriver dans ces M1. Et justement la récompense c'était de gagner cette voiture. Niki Lauda avait terminé le championnat, l'avait remporté parce qu'il voulait avoir sa propre BMW M1. Exactement. Donc là on parlait de la 512 BBLM, et puis on se retrouve ici devant une 934-5 hein, qui va donner ensuite naissance à la 935, qui finalement a battu à plat de couture et a mis un terme vraiment aux espoirs de la 512, puisque quand Porsche a sorti la 935, tous les espoirs étaient perdus pour Ferrari, parce qu'il faut dire que cette 935 était vraiment redoutable. Et alors, est-ce qu'il y a dans la course moderne, on sait qu'il y a souvent des restrictions de bride, etc. Est-ce qu'en endurance classique, vous limitez un peu l'escalade à la performance? On est assez vigilant là-dessus et on essaye de bien répartir les forces. On essaye de faire ça de manière assez logique. Et surtout, ce qu'on veut pas, c'est retrouver des véhicules devant qui, en période en tout cas, n'ont jamais trusté les meilleures places. Donc pour ça, il y a plusieurs artifices, notamment cette année avec l'entrée en matière des rev limiters, hein, ce qui va nous permettre de vérifier sur certaines catégories de véhicules que les tours moteurs ne peuvent pas être au-delà d'un certain chiffre. Et sur un plateau comme le classique Endurance Racing qui a 15 ans d'existence, vous, les équipes de Peter Otto au pôle compétition, est-ce qu'il vous arrive encore de modifier votre règlement technique, ou est-ce qu'aujourd'hui il est figé et il reste le même d'année en année? Non, tous les ans, la technologie évolue, les pilotes ne sont pas forcément les mêmes, on a un renouvellement dans les pilotes. Donc je pense que pour avoir des épreuves pérennes et pour faire vivre la discipline, il est nécessaire de se remettre en question à chaque fois et de faire évoluer les choses, et surtout d'être aussi à l'écoute des pilotes, c'est hyper important, et de réfléchir ensemble à l'avenir de la course.
Voilà, avec un petit plan sur cette Chevrolet Monza qui est qui est la seule ici du plateau. Radiateur énorme, non? Ouais. Je crois que c'est un engin de la mort. Hein. Je crois que si je dis pas de bêtises, c'était en tout cas à l'époque c'était 800 chevaux, ça prenait je sais plus, je crois que ça prenait 320 il me semble, 320 sur les Hunaudières. Donc ici la voiture de Gilles Serron. Qui participera au Mans Classique également cette année, si tout va bien, si elle n'a pas de problème, et on l'espère, et qui déjà à l'époque avait été la seule voiture qui avait pu participer au Mans, en fait, qui avait été invitée par la CO pour fêter un anniversaire. Il y avait un anniversaire du bicentenaire, je pense, pour les États-Unis, etc. Ils avaient invité quatre américaines, dont la Monza. C'est-à-dire qu'il y a des voitures ici engagées en SER seront aussi au Mans Classique, c'est ce que vous disiez, on en profite. Le Mans Classique qui est aussi un événement organisé par Peter Auto et qui se tiendra du 6 au 8 juillet. Donc on retrouvera certaines de ces voitures là-bas. Oui, pour les plus chanceux en tout cas. Malheureusement on n'arrive pas à donner accès à tout le monde, mais pour les plus chanceux, oui, ils auront accès à ce Graal pour certains au Mans Classique, effectivement. Donc là on passe devant les hospitalités qui sont aussi quelque chose de spécifique à Peter Auto. C'est aussi un peu la spécialité, donc c'est-à-dire que là on est dans un paddock un peu fermé mais néanmoins accessible au public, et donc les pilotes ont le loisir de pouvoir se retrouver et discuter ensemble dans un endroit un peu convivial, c'est ça? Absolument, on trouve ça assez important, et c'est vrai qu'on prend à cœur de faire des lieux de convivialité où les pilotes peuvent se retrouver, où ils peuvent débriefer, où ils peuvent aussi consulter les résultats qu'ils ont fait sur leurs différentes sessions. C'est hyper important pour la vie du paddock, pour la vie de la course, pour nos événements, et c'est très apprécié des pilotes, de leurs accompagnateurs. Le Classic Endurance Racing, c'est un championnat, une série qui se dispute sur plusieurs événements Peter Auto. C'est-à-dire que le plateau est toujours le même, ou est-ce qu'il y a des petites évolutions à chacune des courses, des concurrents qui viennent, qui repartent? Alors on va trouver tout. Hein. On va d'abord avoir les aficionados, en tout cas ceux qui suivent à la lettre le championnat. Donc cette année, la série, cette année on a 5 rendez-vous. Hein, on a commencé avec Barcelone, on est ici à Spa, on ira ensuite à Dijon. Puis on partira sur le Castellet, sur le circuit Paul Ricard, et enfin on ira au circuit de Monza qui sera le terme de cette série, et c'est d'ailleurs le cas pour toutes les séries Peter Auto qui se retrouvent sur toutes ces dates clés. Et après, en termes de participation, on va avoir une quinzaine de pilotes qui seront présents, même peut-être plus sur le CER d'ailleurs, qui seront présents sur l'ensemble des dates, et ensuite on va en avoir des occasionnels. Et là on voit donc les voitures qui ont disputé une séance d'essai libre il y a à peu près 2 heures. Certaines ont l'air en bon état, d'autres on voit que les mécaniciens interviennent encore. Comment se composent les équipes en endurance classique? Est-ce qu'on est sur des grosses structures? Combien on a de mécanos par exemple pour une voiture comme on peut en voir ici? Alors, on n'a pas vraiment de règles là-dessus en termes de personnes autorisées à travailler sur les voitures, ni en termes de temps autorisé à travailler sur les voitures. De manière générale, on a 1 à 2 personnes pour gérer un véhicule sur l'ensemble du meeting, ce qui est déjà bien assez, et quoi qu'il arrive, ils n'ont pas non plus beaucoup plus d'espace pour travailler. Vous voyez, dans ces tentes sont un peu restrictives en termes d'espace, mais cependant ça reste suffisant, et puis c'est aussi important, ça nous permet de rester dans l'esprit justement de l'historique et de ne pas aller à la guerre à l'armement et de s'armer des meilleurs équipements d'une grosse équipe qui entoure le véhicule. Et justement, est-ce qu'il y a quand même des équipes un peu plus grosses qui engagent 2, 3 ou même plus de voitures? Bien sûr, là on est par exemple en train de circuler à travers les véhicules d'équipe Europe, hein, la team française qui apporte pas mal de véhicules sur l'ensemble de nos événements. On a également un spécialiste Porsche situé juste en face, M66, qui lui est en Allemagne. On va retrouver JP Motors. Il y a tout un ensemble de teams, d'entreprises qui sont spécialisées dans la rénovation, dans l'entretien, dans la préparation de véhicules, et spécifiquement de véhicules historiques. Et alors qu'est-ce qu'on gagne quand on remporte une course classique?
L'honneur. On gagne sur tout ça. On est, encore une fois, je répète, on est dans l'historique, donc c'est ça aussi qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup moins cet aspect financier, aussi marketing pour les marques qu'on peut retrouver dans le moderne. Ça apaise aussi les tensions, je pense, au sein des pilotes, au sein des teams. Donc non, on gagne quand même tout de même de très beaux trophées. Et puis je pense la satisfaction et puis la reconnaissance des autres pilotes. Et la joie de monter sur un podium, d'ouvrir une bouteille de champagne et peut-être d'entendre même un hymne national. Et d'entendre un hymne national, ouais, tout le folklore qui tourne autour d'une victoire. Et là, on voit un peu les pneus d'une voiture. Est-ce qu'il y a un règlement d'une OCLA? Est-ce qu'il y a un règlement un peu particulier sur les pneus? Que dit le règlement à ce niveau-là? Oui, bien sûr. Alors ça, en fonction des différents règlements, des différentes catégories, on a des règlements très spécifiques sur les pneus. Ils vont pas pouvoir utiliser des pneus avec des structures modernes, avec des marquages modernes. On est ici sur des pneus Avon avec donc des dessins. Comme il en était à l'époque, en période. Donc oui, bien sûr, on est très vigilant là-dessus, sur le marquage, sur l'utilisation des pneumatiques, bien sûr. C'est un manufacturier unique comme en Formule 1? Pour certaines catégories, oui, c'en est un. C'est Avon, effectivement. Et je crois que la garde au sol fait partie des choses que vous contrôlez sur ces voitures pour éviter justement aussi une escalade de performance. Ouais, là aussi, en fait, il y a différents points comme ça sur lesquels, c'est sûr, s'il n'y a pas de respect, s'il n'y a pas de contrôle, il va y avoir des changements et des différences très remarquables sur les temps autour. Donc c'est le cas pour bien sûr les pneumatiques, ça va être le cas sur les tours moteurs, ça va être le cas sur la garde au sol. Ce sont des éléments qui sont très importants et qui sont généralement bien contrôlés en début ou en fin de session. Oui. Tout à l'heure, je voyais des pilotes sortir d'un briefing de pilote. Donc c'est comme sur un événement moderne. L'événement commence par ce genre de réunion. Qu'est-ce qui s'y passe? Qu'est-ce qu'on s'y dit dans un briefing de pilote avant un meeting? Il s'y passe beaucoup de choses. Il y a le directeur de course qui est présent, il y a l'organisateur également, Patrick Peter est généralement présent sur les briefings. Ça dépend, donc ça peut se passer de manière très simple où ce sera les recommandations de la direction de course, le rappel des règles de base, le rappel des règles logiques de gentleman drivers, là où se trouve la ligne de chronométrage, là où se trouve la ligne d'arrivée si elle n'est pas la même, les horaires d'ouverture et de fermeture des pit windows, c'est-à-dire au moment où ils vont pouvoir entrer, faire leur changement de pilote ou l'arrêt obligatoire en stand. Tout un tas de choses, voilà. Et puis ça va être aussi un moment de réunion où on va pouvoir discuter de la saison prochaine, de ce qui va se passer à l'avenir, de certaines remarques de pilotes. Bah voilà Pierre, je crois qu'on arrive au bout de notre tour de Spaddock CER. Merci, c'était un immense plaisir de faire ce petit tour. Demain, on retrouvera Pierre-Antoine, donc du service, votre collègue du pôle compétition chez Peter Auto. On ira là-haut, au-dessus, visiter les paddocks du groupe C-Racing et voir assister peut-être même au départ de la course. Et voilà, en espérant que la météo se maintienne et puis que les spectateurs soient nombreux dès demain pour assister aux premières courses. On l'espère. À bientôt. À bientôt.